Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update lecture. Je ne sais plus s'il y a des... Ah si, il y a un immense échec dans cet update. Je vous en ai parlé en vlog. Euh, Écoutez, c'est la vie, c'est comme ça me brise le cœur que ce soit un échec. Je le dis avec le sourire, mais vraiment ça me fait pas rire du tout. Mais je vais pas lire un livre pour pas que ce soit un échec. Enfin, je vais finir par ne pas l'aimer, ça n'a pas de sens en fait. Bref, je vous expliquerai ça quand je vous montrerai le livre. On va commencer avec le premier livre de cette update qui était pour le coup, j'allais dire, n'est pas du tout un échec. Quand même un petit peu parce que je suis déçue par cette fin de saga, mais j'ai beaucoup aimé la trilogie complète. Il s'agit de Contes des Royaumes, le tome 3, Beauté de Sarah Pinborough. Ça va faire un peu de reflets, je suis désolée, mais le livre réfléchit énormément. La lumière, je pense que vous connaissez ces versions-là, elles sont absolument magnifiques. Je suis extrêmement heureuse de les avoir dans ma bibliothèque. Et donc, c'est une saga de réécriture de contes. Le tome 1, qui s'appelle Poison, est une réécriture de Blanche-Neige. Le tome 2, Charme, est une réécriture de Cendrillon. Et ici, c'est vendu comme une réécriture de La Belle au Bois dormant, mais avec la rose ici. Moi, j'ai passé mon temps à dire que c'était une réécriture de La Belle et la Bête, et l'histoire me donne en partie raison. On a un mix des deux contes ici, et on a des références à plein d'autres contes, à plein d'autres choses. Et surtout, ce qui m'a manqué dans ce tome 3, c'est le lien avec les autres tomes. Quand j'ai lu le tome 1, franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça. C'est hyper dark, c'est un peu sanglant, c'est hyper bien mené, c'est hyper bien construit. Les références à Blanche-Neige sont top, et en même temps, l'autrice s'est totalement approprié ce conte originel mythique, pas que de Disney, hein. Vraiment, c'est pas du tout un conte Disney à la base, comme la plupart des films Disney, c'est des adaptations, les films, vous voyez, donc elle a repris le conte de base, vraiment. J'ai adoré. Dans le tome 2, je me suis laissée balader par l'autrice, mais d'une violence, vraiment. Et j'ai adoré les liens qui étaient faits entre le tome 1 et le tome 2. Et donc, en fait, mes attentes pour le tome 3 étaient là. Enfin, genre, vraiment, j'avais des attentes absolument immenses. Je rêvais d'un final magistral, d'une boucle bouclée avec cette fin de tome 3. Et bon, bah, le tome 3 est en dessous de mes attentes. Ici, on va rencontrer un jeune prince dans un royaume qu'on ne connaît pas vraiment. Et en gros, le roi de ce royaume se rend bien compte que son fils passe son temps à sortir dans les bars, à faire des beuveries, à enchaîner les conquêtes et patati et patata. Et il se dit, il est appelé à régner un jour, il va devenir roi un jour. Faut lui mettre du plomb dans la tête, il faut faire quelque chose, quoi. Faut pas le laisser faire ça tout le temps, parce que là, à un moment donné, c'est pas possible, tu vois. Et donc, il convainc son fils de partir dans une espèce de quête. Il lui dit, voilà, il y a un royaume à côté, il était prospère, il y avait des gens, il y avait un roi, une reine, une princesse, etc. Et puis, du jour au lendemain, plus de royaume, plus de gens, plus de mouvement, plus de vie sur place. Et la nature a repris ses droits autour du royaume et on n'y a plus accès. Moi, je te demande d'aller là-bas, de trouver le moyen de rentrer dans ce royaume, de passer les haies des piles et de ronces, tu vois, et de savoir ce qui se passe là-bas. Ça rappelle fortement La Belle au Bois dormant, on est d'accord. On a en partie, nous, lecteurs, lectrices, l'histoire de ce royaume-là, qu'est-ce qui s'est passé avec le roi, avec la princesse, avec la reine, avec machin, avec truc et tout. Et franchement, c'est intéressant. Et j'ai bien aimé avoir le point de vue du prince parce qu'on a toujours le point de vue soit de la princesse, soit de la méchante reine dans les autres... ou de la méchante belle-mère dans les autres contes, mais on n'a pas effectivement ce point de vue du prince qui lui découvre toute l'histoire en même temps que nous, qui en sait parfois moins que nous, lecteurs, lectrices ou spectateurs, spectatrices, tu vois. Et franchement, je trouvais ça cool. Il va s'associer avec une espèce de garde que le roi lui alloue pour le protéger, et il va rencontrer sur son chemin une jeune fille issue d'un autre conte qu'ils vont prendre avec eux pour les aider. Et on suit ça. Mais j'ai trouvé ce tome 3 moins bien mené. Je sais pas, j'ai trouvé ça moins adulte. C'est moins bien. En fait, c'est pas nul, c'est juste que c'est pas à la hauteur des tomes 1 et 2. Et pour moi, je l'ai déjà dit, mais c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais de ce tome 3, de cette conclusion de saga. Les tomes 1 et 2 m'ont vraiment bluffé. Et ce tome 3,
est maladroit en fait. Vraiment, c'est pas une bonne fin pour la saga, j'ai trouvé. Je m'attendais à avoir plein de connexions avec les tomes 1 et 2 et il y en a quasiment pas, voire pas du tout. Dès le début, quand il y a un personnage qui nous est présenté, j'ai fait oh ça c'est lui de tel autre truc et en fait, bah, si c'est le cas, on nous l'a pas dit, tu vois. Enfin vraiment, il y a plein de choses qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été faites. Et j'ai eu espoir jusqu'aux dernières pages de ce tome 3 parce que je me disais non mais elle peut pas nous laisser comme ça, elle peut pas, ça peut pas être aussi maladroit, ça peut pas être aussi en dessous que les deux premiers. Donc j'espérais que les dernières pages, que les dernières phrases du livre me fassent dire elle m'a encore eu. Pour pas dire, j'évite le gros mot, mais me fassent dire oh là là, je me suis encore fait avoir. Et non. J'ai espéré jusqu'au bout et j'ai pas eu la fin que je voulais. C'est pas nul, loin de là, c'est une très bonne réécriture. Elle joue très bien avec les codes des contes, avec les références on peut faire aussi bien à La Belle et la Bête qu'à La Belle au Bois dormant. C'est très bien mené, mais c'est fade par rapport au tome 1 et 2. Vraiment, et c'est dommage de finir une trilogie pareille là-dessus, mais je suis quand même contente d'avoir découvert la trilogie et je vous encourage à la découvrir, que ce soit peut-être en numérique parce que bah, ils sont plus édités ces livres-là, ils sont très difficiles à trouver, mais ouais, je reste sur une déception pour ma part, même si la saga est vraiment cool. On en arrive à l'échec cuisant et total. J'ai donc tenté The Forever Market, le tome 2, le héros de Jack Ronover. Et j'en ai parlé en vlog, il n'y a rien qui va pour moi dans ce livre. J'ai lu 37 pages. J'ai adoré les Market Men. Vraiment, les 6 tomes des Market Men, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai surkiffé quand j'ai vu qu'elle faisait une série sur les enfants des Market Men. Donc là, en gros, on est 20 ans après la fin des Market Men. Dans The Forever Market Men, c'est les enfants, c'est la deuxième génération du coup. J'étais un peu contente parce que j'allais retrouver cet univers des Market Men et tout, et en même temps, je me suis dit ça peut être casse-gueule de ouf. Et pour moi, c'est casse-gueule de ouf. Parce que dans les Market Men, on suit donc des personnages qui ont entre 22 et 25, 28 ans peut-être. Et donc voilà, on les découvre, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, tu suis des romances avec des gens qui font du tatouage et tout, donc il y a ce côté un petit peu dark associé au tatouage, d'autant plus pour l'époque où l'a écrit Jack Ronover, même si c'est moins le cas aujourd'hui, mais bref. Et voilà, on a des femmes et des hommes d'à peu près tous les univers, de classes différentes aussi, de classes de la société genre différentes. Il y a des histoires de famille, etc. Enfin bref, on s'est attaché à eux. Et j'ai toujours ce problème avec le fait qu'on retrouve ces personnages-là. Alors en fait, les personnages principaux des Market Men vont être ici les personnages secondaires. Ici, c'est les parents. Vous voyez? Et en fait, le problème qui se pose, c'est que premièrement, pour eux, il s'est écoulé 20 ans. Nous, on n'a pas suivi. Mais le choix de l'autrice, c'est de dire qu'ils n'ont pas tant changé que ça. Pour éviter de perdre les lecteurs lectrices. Et en même temps, je comprends, parce que moi, j'aime pas quand on suit pas les personnages pendant des années et des années, et qu'on les retrouve et qu'on sait plus, on sait pas ce qui s'est passé, tu vois. Mais en même temps, tu peux pas dire qu'on a quitté, je sais pas, on a quitté Rome quand il avait 30 ans, qu'il venait de rencontrer celle qui allait devenir sa femme, qu'il était jeune amoureux, etc. Tu peux pas dire qu'on le retrouve aujourd'hui à 50 ans, marié depuis 20 ans avec la femme qu'il aime. Ils ont vécu des épreuves, ils ont vécu des difficultés, ils se sont forcément disputés, ils ont eu des enfants. Enfin, je veux dire, leur vie a énormément évolué. Tu peux pas dire que c'est le même. C'est pas possible. Ça, c'est une chose, déjà. Et aussi et surtout, en romance, en général, les parents sont pas d'accord avec leurs enfants. On va avoir par exemple une jeune fille qui tombe amoureuse au lycée, je dis n'importe quoi, hein, ça n'arrive pas ici, mais et puis c'est un peu le cliché de elle tombe amoureuse du bad boy, du coup il la tire vers le bas, ses notes elles chutent, et du coup les parents de la jeune fille sont en mode tu vas arrêter de le voir, c'est pas bien, patati patata, et on a ce conflit parents-enfants, c'est le propre de l'adolescence en général, sauf que là, les parents, moi je les aime. Donc en fait, je peux pas être contre les parents avec les personnages principaux que je suis censée suivre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a plein de problèmes comme ça pour moi dans cette saga-là, mais j'avais quand même envie de retrouver ce lien avec les Market Men, j'avais quand même envie de voir ce qui se passait pour leurs enfants, qui ils étaient et qui allait se mettre avec qui. Ça, c'est des problèmes de base que j'avais
avec la saga et que j'ai rencontré dans le tome 1. Il y a aussi des réactions que je trouve lunaires dans le tome 1. Mais j'ai lu le tome 1 en entier et j'avais hâte de suivre ici parce que le personnage féminin ici, j'avais franchement trop hâte de la suivre, de la découvrir, de la voir évoluer et tout. Et en fait, ça ne va pas. Pour l'histoire, ici, on va y rencontrer Rémi, qui depuis toujours elle est meilleure amie avec Hyde. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits parce qu'évidemment leurs parents se connaissent, etc., etc. Ils sont fils et filles de Mark and Men, donc bon bah voilà, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et elle est amoureuse de lui depuis toujours, mais il lui a toujours dit qu'il ne ressentait rien d'autre que de l'amitié pour elle et que ça n'irait pas plus loin. Jusqu'au jour où elle a tenté de mettre fin à ses jours parce que c'était trop pour elle en fait. Enfin, voilà. Le premier chapitre ou le prologue, je sais plus, mais en tout cas le prologue qu'on a, c'est ça. C'est ce moment où elle a tenté de mettre fin à ses jours. Elle est à l'hôpital et sa mère à elle lui demande à lui de partir, de la laisser. Elle lui dit tu ne l'aimes pas comme elle t'aime, tu ne l'aimeras jamais comme elle t'aime. Laisse-la, laisse-lui du temps, laisse-lui de l'espace. En fait, lui, il l'aime comme une sœur, vous voyez. Donc du coup, c'est difficile pour lui aussi, mais il accepte et il s'en va. Et ça a lieu, je crois, l'histoire reprend 8 ans plus tard, il me semble. C'est ça, 8 ans plus tard. Et donc on retrouve Rémi qui nous explique son quotidien, etc. etc. Et elle n'est pas claire avec elle-même. C'est-à-dire que d'un côté, elle nous dit ok, c'est bon, je l'aime plus, j'ai tourné la page, je suis passée à autre chose, c'est du passé, etc. etc. Et d'un autre côté, elle en veut toujours à sa mère, 8 ans plus tard, de lui avoir demandé de partir à lui. Si réellement tu as tourné la page, tu ne peux pas en vouloir à ta mère, d'autant plus que c'est ta mère, qu'entre-temps il y a 8 ans qui se sont écoulés, tu es toi-même devenu adulte, tu es capable d'avoir du recul sur la situation. Enfin 8 ans, c'est pas un an qui s'est passé, vous voyez. Mais pourtant, quand je dis elle en veut à sa mère, c'est qu'elle évite sa mère, qu'elle ne parle quasiment plus à sa mère depuis 8 ans. Donc tu peux pas me dire que tu as tourné la page. Et évidemment, il n'y a pas d'histoire sinon, mais Hyde revient en ville, c'est une romance. Donc il va y avoir une romance entre eux, on le sait. Et en fait, je suis en mode, il n'y a rien qui va. Vraiment. Déjà, on est sur une trope que j'aime pas, puisque les personnages se connaissent déjà. Ils ont un passif extrêmement lourd, tous les deux. On est sur un déséquilibre flagrant entre les personnages, puisqu'elle l'aime depuis toujours et qu'il lui a dit à maintes et maintes reprises qu'il ne l'aimerait jamais autrement que comme une sœur. Sauf que c'est une romance, donc ça va changer. Mais c'est pas très sain. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper... Peut-être que ça va être très bien traité et très bien amené par l'autrice, mais à première vue, ça me paraît pas très... Pas très sain. Vraiment, je répète, mais voilà. Et puis, les personnages ont... Voilà, je mettais beaucoup d'espoir dans Rémi, mais là, je suis en mode, mais meuf... Tu peux pas me dire je suis une badass, let's go, et en même temps en vouloir à ta mère parce qu'elle a dit à l'homme que t'aimais de partir alors qu'il t'aime pas et qu'il t'a dit qu'il voudrait jamais de toi. Enfin, je sais pas, il y a trop de contradictions, il y a trop de trucs qui vont pas là-dedans. Ça, plus le fait que je suis contrainte de revoir des personnages que j'adore. Et ici, je peux pas vous dire qui sont les parents de l'un et de l'autre, mais je suis contrainte de revoir des personnages que j'adore, qui sont devenus parents et qui font des choses pour leurs enfants. Et en fait, je suis censée être du côté des personnages principaux, contre les parents, mais moi j'y arrive pas. Et vous pouvez pas me dire que je suis de l'âge des parents, c'est pas le cas. Enfin, vraiment, j'ai 32 ans, je suis plus proche en âge des enfants ici que des parents. Peut-être que je suis au milieu, je sais pas. Mais parce que je suis déjà attachée aux parents ici, parce que je les aime déjà beaucoup, beaucoup, et que les personnages principaux ne me convainquent pas de les aimer autant que leurs parents, je peux pas être du côté des personnages principaux. Or, si tu lis le livre sans être du côté des personnages principaux, tu suis des personnages qui font n'importe quoi en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, je suis très déçue par cette saga, par ce tome 2. J'ai été très déçue par le tome 1, mais j'ai été au bout du tome 1. Il y a plein de choses qui n'allaient pas pour moi dans le tome 1 également, mais j'avais hâte. En fait, je voulais vraiment tenter ce tome 2. Et ben, c'était un échec total. Ensuite, pour finir cette update, on va rebasculer en jeunesse. J'ai lu 2 tomes d'une saga. Il me semble que j'en ai lu un en mars et l'autre en avril, du coup. Et j'avais gardé le premier
de côté pour vous parler des deux en même temps, ça évite de faire redite. Bref, la saga c'est les cousins Carlston et donc j'ai lu les tomes 2 et 3, il me semble. Oui, ça doit être ça. Donc le tome 2, Sauvage et Wombat, et le tome 3, Viking et Vampire. Je l'ai dit plusieurs fois en parlant de cette saga, mais il n'y a rien de fantastique là-dedans, c'est vraiment du contemporain. En gros, on suit 4 cousins, donc 2 jeunes filles qui sont sœurs et puis 2 garçons qui sont cousins. Cousins entre eux et cousins avec les jeunes filles. Donc on a Julia, Bourdon, Alex et Georges. Et dans le tome 1, ils vont en vacances pour la première fois sur l'île de Grèbe. En gros, ils sont cousins entre eux et c'est leurs mères qui sont sœurs. Vous voyez, donc la mère de Julia et Bourdon, la mère d'Alex et la mère de Georges sont sœurs. Et elles ont une 4e sœur qui vit sur l'île de Grèbe. Et pour les vacances d'été, elles ont décidé d'envoyer leurs enfants là-bas, en vacances. Comme ça, c'est sympa, c'est cool et tout, tu vois. Ils y sont jamais vraiment allés, ils connaissent pas vraiment cette tante au début du tome 1, c'est un peu la découverte, c'est un peu la rencontre. Même entre eux, ils n'ont pas passé beaucoup de temps ensemble, ils se connaissent pas vraiment, mais ils se retrouvent tous les 4 sur cette île. Leur tante est la seule habitante de cette île, c'est une toute petite île, donc elle vit dans l'ancien phare en gros de l'île. Et eux ils débarquent là-bas et ils vivent des aventures sur cette île. C'est 4 enfants sur une île quasiment déserte qui passent un été là-bas, enfin c'est plein d'aventures et c'est très cool. Et donc ici dans le tome 2, donc Sauvage et Wombat, ils y retournent pour les vacances de Pâques cette fois-ci, et leur tante a prévu d'accueillir des animaux australiens pour un petit peu les recueillir, un petit peu les aider, etc. Sauf que des animaux australiens sur l'île de Grèbe, donc sur une île suédoise, c'est peut-être pas le mieux, vous voyez. Et dans le tome 3, les enfants y retournent à nouveau sur cette île pour les vacances d'été, donc 1 an plus tard que le tome 1. Ils se retrouvent, etc. C'est très cool, c'est très fun. Le fait d'avoir accueilli les animaux dans le tome d'avant, ça a fait que les animaux ont creusé des galeries, ont creusé des espèces de terriers, et ils ont découvert des espèces d'artefacts, des os, enfin genre des trucs un petit peu bizarres qu'on s'attendait pas forcément à trouver sur cette île. Et leur tante est un petit peu partagée entre enquêter elle-même toute seule pour voir ce qui se passe et ce qu'il y a là-dessous, ou alors contacter des gens compétents, des archéologues, ce genre de choses, pour savoir ce qui se passe. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est qu'il y a peut-être d'autres gens que les archéologues, pas très bien intentionnés du coup, qui sont attirés par qu'elle a découvert et qui vont essayer de eux-mêmes venir creuser sur cette île. Et donc les enfants se retrouvent confrontés à ça. Voilà, franchement j'aime beaucoup. C'est hyper fun à lire, c'est hyper frais, ça se lit tout seul, c'est vraiment sympa. J'ai été un peu déçue par le tome 1, mais franchement les tomes 2 et 3 là j'ai adoré. Je peux que vous recommander cette saga, c'est vraiment cool. Et ça date un peu, c'est-à-dire que ça se passe à une époque où les portables, c'est tout nouveau. Il n'y a pas internet sur les portables, les smartphones, tout ça, ça n'existe pas. La tante a à peine un téléphone fixe sur l'île et genre c'est compliqué, vous voyez. Ce qui rend l'île encore plus isolée et c'est encore plus cool à lire, mais voilà, j'adore. Et le dernier livre pour cette update, c'est La Revanche des méchants de Fabien Clavel. Et j'avoue que la première moitié du livre, j'étais en mode ouais, bon, c'est un jeunesse assez classique avec des tropes assez classiques. Et moi qui suis adulte et qui ai lu quand même beaucoup de fantastique, beaucoup de jeunesse, je vois venir les choses, tu vois. Et la deuxième partie, vraiment, ça s'accélère, ça s'active. Et prise dans cette espèce de succession d'événements et de rebondissements, je n'ai plus pris le temps d'essayer d'anticiper les choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il y a un changement de rythme. La première partie est assez lente, les choses se mettent en place, on nous présente les personnages, on nous présente l'univers, cette histoire de méchants et de gentils. Je vais vous faire le résumé après. Et donc, c'est assez lent pour que je puisse anticiper les choses, me dire « Ah mais oui, mais là-bas et tout, il va y avoir ça, il va y avoir ci. » Je suis sûre qu'il va se passer ça. Et dans la deuxième partie, le rythme change, ça s'accélère vraiment, les choses s'enchaînent beaucoup plus, c'est pas facile à dire. Et du coup, prise dans l'action et prise dans le fait de vouloir lire et découvrir ce qui se passe, j'ai plus pris le temps d'essayer d'anticiper ce qui allait se passer, ce qui est très chouette. Bref, ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lissy.
Lycie, et qui est une jeune adolescente pas tout à fait comme les autres. Elle a des comportements un peu bizarres pour une adolescente. Alors évidemment, c'est la période de ta vie où les hormones se réveillent, ça fait un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu la catastrophe, etc. Il se trouve qu'elle n'est pas forcément appréciée par ses petits camarades et que son comportement fait qu'elle est encore moins appréciée par ses camarades. On n'a pas beaucoup de scènes avec ses parents dans sa maison et tout, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est à la maison. Mais voilà, elle est un peu mise à l'écart à l'école et en même temps, elle se pose beaucoup de questions sur ce qui lui arrive, sur ce qui se passe. Et à lire ça, nous, en tant qu'humains normaux, on va dire, tu sens bien que ce qui lui arrive n'est pas uniquement dû aux hormones, à l'adolescence. C'est pas classique, même pour l'adolescent, vous voyez. Et elle va tomber sur une petite annonce au début du livre qui détaille vraiment tout ce qui lui arrive et tout ce qu'elle a de bizarre en elle, tu vois, et qui finit par, si vous avez ça, venez là, on peut vous aider. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur place, et là, elle va tomber sur les gentils. En gros, ici, on va avoir une opposition entre les gentils et les méchants, donc gentils et méchants avec des majuscules à chaque fois. C'est la revanche des méchants et c'est pas vraiment une réécriture de contes, mais on a cet univers de contes avec certains personnages mythiques des contes de Disney, notamment qu'on a pu voir quand on était plus jeune, mais c'est pas vraiment les contes Disney, hein. Compte de base à chaque fois. Et donc voilà, elle va rencontrer les gentils qui sont censés l'aider, etc., etc. Et puis ensuite, elle va rencontrer les méchants. Et toute la première partie du livre, c'est ça en fait, c'est la mise en place de cette opposition gentil-méchant, cette histoire de conte, cette histoire de descendant de conte, cette histoire de comportement, pourquoi elle agit comme ça. Elle va rencontrer aussi plein d'autres personnages qui sont plus ou moins comme elle. Et essayer de comprendre que c'est pas parce que dans les contes on a dit que tel personnage était gentil que dans la réalité il est gentil. Il y a plein d'exemples qui sont donnés et en vrai c'est une réflexion pas si bête que ça à avoir parce que dans les contes, quand un gentil fait quelque chose de mal, on te dit ouais mais il le fait pour les bonnes raisons, du coup c'est pas si mal. Et quand un méchant fait quelque chose de gentil, c'est pas du tout relevé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bref, du coup la première partie est vraiment un peu lente à mon sens, c'est un peu convenu, c'est un peu attendu ce qui s'y passe, mais vraiment j'ai trouvé que la fin du bouquin était vachement bien, c'était vraiment cool, j'ai adoré, il faudrait que je découvre d'autres choses de Fabien Clavel parce que j'avais jamais lu cet auteur-là, de mémoire, et ouais, franchement j'ai passé un super moment au final. D'ailleurs, c'est marqué, préparez-vous à revisiter vos classiques et à découvrir 2-3 nouvelles choses sur les contes. Et ben c'est exactement ça. Vraiment. Je pense que cet update est bien assez long. Je me suis un peu emportée sur le Mercadmen notamment. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.